Edem Eldem, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Bogazici à Istanbul, nouveau titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France. Vous avez notamment publié L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Vous dites d'ailleurs de la Turquie qu'il s'agit d'un pays cliomane, absolument obsédé par l'histoire. On va faire un peu d'histoire, on va faire un peu moins de pronostics électoraux parce que ça, on va évoquer brièvement cette question, mais elle est toujours difficile, notamment en Turquie où les pronostics ne sont pas toujours aussi transparents qu'on Absolument. pourrait aimer qu'il le soit. Peut-être tout d'abord présenter les protagonistes et commencer par nous rappeler qui est Erdogan et quel est son trajet. Alors Erdogan était un jeune militant de la mouvance de ce qu'on appelait Milli Görüş, la vision nationale, qui a une connotation un peu nationaliste, mais en fait qui était plutôt islamiste. Dans les années 70-80, c'était Erbakan qui était à la tête de ce mouvement, et il faisait partie de cette cette action jeune et militante, et il s'est séparé de ce mouvement dans les années 90 pour fonder son propre parti. Et il a commencé à gravir les marches du pouvoir par la mairie d'Istanbul. C'est comme ça que le public, le grand public l'a connu. C'est comme ça qu'il a eu ses premiers succès électoraux. Si je ne m'abuse, c'est en 94 qu'il a été élu maire d'Istanbul. Et il a fait un parcours assez remarquable. C'est-à-dire qu'il a un peu secoué l'establishment. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir en 2002, en se mettant en opposition à un establishment qui était politiquement un peu corrompu, un peu passé, etc. Il y a une ligne constante chez Erdogan, c'est qu'il n'a pas de ligne. Oui, il a beaucoup. Vous pouvez dire ça de la plupart des politiciens en Turquie, sauf ceux qui ont vraiment Un peu ailleurs. ailleurs aussi, ailleurs aussi. Mais c'est vrai il a énormément bougé. Il a commencé il a commencé dans l'opposition, et ça vous marque. Et par conséquent, il avait un discours qui était très, disons, novateur, même s'il avait des références qui étaient très conservatrices, il a fini par devenir le système. Alors c'est là que vraiment il a énormément changé. Est-ce vraiment conscient, ou est-ce que le pouvoir corrompt au point de modifier le comportement d'un individu? Ça se discute, et c'est pas vraiment ma spécialité. Encore une fois, en tant qu'historien, moi je les aime morts et enterrés. Mais c'est vrai qu'il a énormément changé. Il a énormément louvoyé d'une opposition qui était très démocratique, en prenant la défense de certains droits qui étaient lésés par la garde kémaliste de l'État. Mais il en est arrivé à représenter le conservatisme de l'État avec tout ce qu'il a de plus traditionnel. Et c'est ça qui m'intéresse en tant qu'historien. Avec beaucoup de marketing politique, comme on dit chez les non-historiens, puisque alors par exemple le nom de son parti, autrement dit l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, a été choisi tout simplement, ai-je lu, parce que c'était des termes qui étaient majoritairement plébiscités par les Turcs. Oui, alors ça, je crois qu'il y a beaucoup de partis en Turquie qui sont en quête. Il y a eu tellement de partis qui ont été fermés, qui ont été clos par une décision de justice, et puis ou qui sont qui sont renés des cendres de tel ou tel parti, qu'il y a eu énormément d'inventions onomastiques. Donc, dans le cadre de l'AKP, je ne suis pas sûr des circonstances dans lesquelles il a été inventé, mais c'est vrai qu'on invente d'abord un terme, et ensuite on le remplit. Qu'on avait testé différents. Oui, d'ailleurs, termes. ce qui est intéressant, c'est que le parti, alors, on ne l'appelle plus le parti de la justice et du développement, mais on l'appelle le parti. Alors, c'est une querelle entre les partisans du parti et ses opposants, puisque le parti veut s'appeler AK Parti. Le AK devient AK, ce qui en turc veut dire blanc. Donc le parti blanc avec un... et c'est très drôle, c'est-à-dire qu'ils renient en fait le nom d'origine de leur parti pour mettre l'accent sur une invention qui dérive des initiales du parti. C'est assez compliqué, et je ne sais même pas pourquoi, parce que après tout, justice et développement, ce sont des termes qui en Turquie ont bonne presse, et pourtant ils ont abandonné ça pour revenir sur l'acronyme AK, devenant
dans le Parti blanc, etc. Bon, donc les mots sont un peu magiques. Il y a 5 candidats qui affrontent le président sortant lors de cette élection présidentielle qui aura lieu donc dimanche. Elle donnera d'ailleurs lieu à un second tour le 8 juillet si aucun de ces candidats ne franchit les 50%. Disons que l'autre candidat favori s'appelle Muharrem Ince. Il est donc à la tête du Parti républicain du peuple. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors, déjà, il y a 2 élections simultanées, puisqu'il y a la présidentielle, il y a aussi les élections parlementaires. Et c'est quelque chose qui pose problème, parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de cela. Donc, on vote dimanche, à la fois pour la présidence et pour le Parlement. Muharrem Ince est effectivement le candidat du Parti républicain du peuple, mais il n'est pas à la tête du Parti républicain du peuple. Et ça aussi, ça surprend les gens, puisque la tradition turque est plutôt d'être représentée aux élections par le leader du parti, puisqu'il y a une tradition très antidémocratique des partis qui sont gérés par le leader du parti. D'accord. Or, le leader du parti, c'est Kılıçdaroğlu, et c'est une première en Turquie. C'est un leader qui s'est effacé pour faire passer un candidat qui avait plus de chance à la présidence. Ou pas. C'est-à-dire que l'on Plus peut de chance que lui. En tout cas, on peut lire que si cet homme a été choisi, si Ince a été choisi par le CHP, autrement dit, ce parti républicain du peuple, c'est aussi parce qu'on peut comme ça lui envoyer une peau de banane et qu'on était à peu près sûr qu'il aurait un mauvais score face à Erdogan, certitude qui peut-être est en train de s'effriter actuellement. Dites-nous. Oui, ça a été dit. Ça a été dit que Edem Ince a été sacrifié. Je n'en suis pas sûr. Déjà, les faits montrent bien qu'il a un bon score en ce moment, et il a une présence, je dirais pas charismatique, n'exagérons rien, mais il a une présence qui dérange Erdogan. Et pourtant, on sait bien qu'Erdogan est un homme de la rue, de la scène, etc. Ince se comporte très bien. Quelle est l'alternative entre les deux ? Écoutez, en Turquie, le CHP, alors c'est le Parti républicain du peuple qui revendique un héritage kémaliste, mais qui revendique en même temps une certaine gauche sociodémocrate. Et là, il y a un paradoxe, puisque une gauche kémaliste, le kémalisme étant une idéologie des années 30, fondée sur le mythe d'un parti qui a sauvé la patrie et qui est parti unique, etc. Il y a quand même un contraste qui est difficile à gérer. Mais en gros, si vous voulez, Erdogan aujourd'hui représente l'action conservatrice plutôt islamiste, néo-ottomaniste, tandis que le CHP représente la gauche, je n'aime pas dire ça, mais enfin un parti plus à gauche, plus sociodémocrate, avec des références laïques. Si je vous dis justement laïque contre religieux, ça vous irait ? Pas vraiment, parce que je n'y crois pas à la laïcité turque. La laïcité turque, telle qu'elle a été inventée au XXe siècle par les kémalistes, c'est une laïcité que j'appelle cosmétique. C'est-à-dire que, en gros, tout le monde est d'accord. De toute façon, historiquement, vous vous débarrassez de toutes les communautés non musulmanes, vous restez entre musulmans à 99% et vous déclarez la laïcité. Donc il est clair que cette laïcité-là, elle n'est pas là pour protéger les non-musulmans, elle est là pour écarter le danger de l'islam politique. C'est ça la laïcité turque. Et par conséquent, ce n'est pas vraiment de la laïcité. Alors justement, si on poursuit dans cette direction-là, il y a eu la semaine dernière un article de Kamel Aoud qui expliquait que la vraie confusion entre le politique et le religieux, elle n'était pas tant en Arabie Saoudite, ou en tout cas, elle était moins présente à l'échelle internationale aujourd'hui, elle était du côté turc. Pensez-vous qu'il soit envisageable qu'Erdogan veuille prendre la tête, par exemple, d'une internationale musulmane, d'un parti qui soit du théologico-politique? En a-t-il la volonté? En a-t-il la possibilité, selon vous, Eldem? Encore une fois, vous me poussez dans la direction du pronostic politique. C'est pas vraiment... pas vraiment du pronostic politique, de l'analyse, en tout cas, de son discours et de ses souhaits
pour une politique future, s'il l'emporte, bien entendu. Bah écoutez, ce qui détermine sa politique, c'est les circonstances du moment. Et par conséquent, il y a beaucoup d'opportunisme. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il ait une idée très claire et nette de la mission qui s'était... il pourrait aller dans cette direction. On se souvient, juste après le printemps arabe, à quel point la Turquie jouait un rôle de leader, ou prétendait jouer un rôle de leader, avec justement ces caractéristiques laïques étant mises en exergue pour servir d'exemple. Oui. Et là, on se retrouve dans une situation où, au contraire, c'est la carte islamique qui est jouée. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une idée très claire de la... mais en ce moment, oui, en ce moment, la Turquie, ou la Turquie d'Erdogan, elle joue la carte islamique. Mais alors, justement, Edem Eldem, parce que vous dites que l'histoire, ou en tout cas la représentation que les Turcs et leurs dirigeants s'en font, a une importance extrêmement importante en Turquie, et du coup... On pense moins finalement à Kemal Atatürk en matière de fidélité politique pour Erdogan qu'à ses prédécesseurs, par exemple un sultan ottoman, par exemple Abdülhamid II, qui était donc à la tête de la Turquie et de l'Empire ottoman jusqu'en 1909. C'est plutôt ça, en fait, sa cohérence historique ? J'ai l'impression que oui. Ce qui m'intéresse en tant qu'historien, c'est cet aspect de la continuité. C'est-à-dire que quand vous prenez Erdogan et que vous en faites un phénomène novateur. Non, Erdogan n'est pas tombé du ciel. Il appartient à une mouvance et une tradition politique turque qui est bien établie. Par conséquent, quand on le traite de dictateur ou de velléité autoritaire, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une continuité que moi je ramène jusqu'à Abdülhamid II. Donc je pense qu'il y a une ligne politique, une tradition politique qui unit Abdülhamid II aux jeunes Turcs de 1908, aux kémalistes des années 20 et 30, à Erdogan. Mais alors justement, c'est ça qu'on comprend mal, et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Quelle est en fait cette continuité entre un sultan avec une dimension extrêmement traditionnelle, assumer un héritage avec un empire derrière lui et des velléités de restaurer cet empire, et puis Atatürk, qui est peut-être à tort dans les livres d'histoire que l'on donne aux Français, eh bien, qui est présenté au contraire comme un moderniste, un novateur, un révolutionnaire quasiment. Mais Abdülhamid l'était aussi, c'est ça qui est intéressant. Abdülhamid était un sultan très moderne. Il a utilisé la modernité pour faire de son empire moribond, un empire qui pouvait encore se tailler une sorte d'espace dans un monde qui était de plus en plus à la merci de l'impérialisme occidental. Et pour cela, il a utilisé, c'est vrai, la tradition, mais d'une manière très moderne. Il a galvanisé la population musulmane sur la base de cette idée de la sacralité de l'État. Et c'est là qu'il y a une continuité. Donc, si vous voulez, la laïcité ou pas, c'est un détail. Ce qui compte, c'est que, en gros, le système turc ou ottoman et turc depuis Abdülhamid, il est fondé sur un État faible. C'est ça le paradoxe. On a tendance à imaginer que l'État turc est un État fort, etc. Non, au contraire, c'est un État faible que l'on peut conquérir, que les partis politiques ou certains individus peuvent conquérir. Et par conséquent, je crois que l'héritage d'Abdülhamid, c'est le démantèlement de l'État de droit, le démantèlement d'un État moderne tel que les élites des Tanzimat dans les années 1830, 40, 50 ont essayé de créer, qui serait plus en ligne avec la tradition occidentale parlementaire et celle de l'État de droit. Il a démantelé ça et il en a fait un système qui est puissant parce qu'il y a une armée, puissant parce qu'il y a une police, mais qui en fait est une sorte d'amalgame informel d'institutions extrêmement faibles qui sont à la botte, à la merci du pouvoir. Et ça,
je crois que c'est ça la faiblesse du système turc. Et par conséquent, indépendamment des orientations politiques, idéologiques, religieuses, etc., de chacun de ces acteurs, il y a un point commun, c'est cet état vide, le fait que les institutions, pour résister à un homme fort ou à un parti unique, les institutions sont très faibles. Elles ont été affaiblies dès les années 1870-80 et elles restent extrêmement faibles. On le voit aujourd'hui lorsque la Cour constitutionnelle est incapable de s'opposer à des abus de pouvoir par le parti au pouvoir. Mais alors justement, on a beaucoup d'exemples, notamment parmi les empires déchus d'États faibles, c'est-à-dire d'États qui n'arrivent pas en fait à s'institutionnaliser indépendamment d'une figure autoritaire. Est-ce que finalement il n'y a pas, alors chez Abdulhamid c'est évident, chez Kemal Atatürk c'est un peu différent, et puis alors chez Erdogan ça se présente encore sous une autre forme, la question des empires déchus, de l'idée de décadence qui hante finalement des pays qui, comme la Turquie, ont eu un rôle essentiel il y a quelques siècles et qui aujourd'hui ont du mal à exister à la hauteur de ce qu'ils existaient auparavant. Oui, alors il y a bien sûr la question de la déchéance, les ruines des empires, mais il y a aussi le fait que la modernité, ce n'est pas que pour les empires, et d'ailleurs on voit bien qu'en Europe il y a d'autres recrudescences d'autoritarisme, de totalitarisme. Il y a le fait que la politique en Europe comme dans le monde est fondée sur une certaine malléabilité de l'État et la possibilité de renverser ce que l'on considérerait l'équilibre normal entre un État fort, institutionnalisé, qui impose les règles du jeu à des acteurs qui doivent obéir. Et ça, partout, presque partout dans le monde, on voit, indépendamment d'un passé impérial ou pas, on voit ça complètement inversé, en Amérique latine comme en Afrique. Et évidemment, enfin, encore que là, à chaque fois, on est affaire à des situations évidemment différentes, mais lorsque vous analysez la situation de la Turquie et d'Emeldem, est-ce qu'il y a une volonté donc de renouer avec ce passé glorieux-là? Parce que finalement, l'utilisation de la religion chez Erdogan, la construction d'une gigantesque mosquée, le fait que cet homme qui était parfaitement laïque se présente aujourd'hui comme un héros musulman, est-ce que ça n'est pas une manière de renouer justement avec cette grande histoire, cette épopée Oui, mais c'est une histoire que l'on réinvente sans arrêt, donc ce n'est pas de la vraie histoire. En tant qu'historien, justement, c'est contre cela que je m'insurge. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas l'islam tout court, c'est l'islam turc. C'est l'islam turc et c'est pourquoi le modèle ottoman lui est tellement agréable, tellement aguichant. C'est parce que pour eux, l'empire ottoman, c'est un empire turc et c'est un empire islamique. Ce qui, historiquement, ne tient pas debout, mais c'est ce qui vend un peu le produit. Et ça permet de conserver une certaine référence à l'islam tout en se distinguant du monde arabe, par exemple, parce que il y a dans l'islam turc un certain snobisme de l'arabe. Les Turcs sont très racistes vis-à-vis des Arabes, donc il ne faut pas confondre islam et Turquie. Ce sont deux choses qui font la spécificité turque aux yeux des islamistes turcs.